Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. À cette intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on se retrouve dans une intersection en croix. Tu remarqueras la signalisation. À gauche, on a un sens interdit. Tu remarqueras également qu'à droite, on a un piéton qui passe au passage piéton. Alors, si tu regardes cette animation, tu as en fait plusieurs possibilités. Bien sûr, il sera interdit de tourner à gauche. Tout simplement parce qu'il y a un panneau sens interdit qui t'empêche l'accès à la voie. Tu pourras alors soit aller tout droit ou alors tourner à droite. Cependant, étant donné qu'il y a un piéton, tu devras d'abord lui céder le passage pour ensuite passer à ton tour. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Ce panneau indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau, on appelle ça un panneau B58, donc qui est effectivement, qui indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, on va voir deux choses déjà. Donc, c'est quoi une période hivernale et c'est quoi les équipements obligatoires? Alors, la période hivernale, elle est fixée par décret, hein, c'est entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc, entre le 1er novembre et le 31 mars, si vous voyez ce panneau, eh ben, il faut obligatoirement que vous ayez des équipements pour la période hivernale. Alors, c'est quoi ces équipements pour la période hivernale? Ce sont des dispositifs antidérapants. Ah oui, mais c'est quoi des dispositifs antidérapants? Alors, il y en a plusieurs. Vous avez les chaînes métalliques. Alors, à savoir que les chaînes métalliques, il est obligatoire d'en avoir au moins 2 sur les 2 roues motrices. Hein. Donc, vous pouvez aussi également mettre des chaussettes, c'est un peu plus facile à disposer. Ou alors avoir des pneus hiver. Alors, c'est quoi des pneus hiver? Les pneus hiver, c'est des pneus avec le marquage 3PMSF. Donc ça veut dire Three-Peak Mountain Snowflake. Et donc ça, les pneus hiver, il faut en avoir sur toutes les roues. Alors, vous allez voir, sur la roue, il y aura soit marqué 3P MSF, soit il y aura une montagne à 3 pics avec un flocon de neige dessus. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ce panneau indique bien une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Question numéro 3. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un 2 roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là,
hop, là on la voit plus. D'accord? Donc, si on la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Ce disque me permet de stationner dans les zones bleues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est alors gratuit et limité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, ce disque te permet de stationner dans ce qu'on appelle les zones bleues, c'est-à-dire les stationnements qui ont des marquages bleus. Ce disque est apposé donc sur le tableau de bord et te permet de stationner gratuitement, mais dans une période de temps limitée. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 5. Des enfants se trouvent sur le trottoir de droite. Je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, on a donc à droite un groupe d'enfants. Et aussi, regardez bien, hein, sur le rétroviseur, on a une voiture derrière nous qui est quand même assez proche. Alors, je pense que tu sais que les usagers de la route ont des zones d'incertitude différentes. Alors, c'est quoi une zone d'incertitude ? Une zone d'incertitude, en fait, c'est la probabilité de présence d'un usager à un moment donné. Alors, tu vois par exemple, un homme adulte va avoir à peu près une probabilité de présence, on va dire, d'1 mètre autour de lui. Hein, alors, il peut par exemple se décaler un peu à gauche quand il marche, de trébucher un peu à droite, ou même reculer parce que je sais pas, il a vu un chat ou un chien. Voilà. Mais il va rester sur à peu près un cercle d'une circonférence de d'1 mètre. Alors qu'un enfant, lui, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande, parce que vous connaissez les enfants, un rien peut porter leur attention, et donc en même pas une seconde, ils peuvent se retrouver à 2-3 mètres de vous. Donc un enfant, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celui d'un homme adulte. Un enfant, une zone d'incertitude, c'est à peu près 2 à 3 mètres. Alors que par exemple, une personne âgée, elle aura une très petite zone d'incertitude, parce qu'elle aura beaucoup moins de capacité pour se déplacer. Voilà pour la zone d'incertitude. Donc effectivement, j'arrive dans une zone où il y a des enfants, usagers avec une grande zone d'incertitude, donc je ralentis. Ensuite, est-ce que je fais des appels de feu stop ? Alors, n'oubliez pas, hein, les appels de feu stop, c'est quoi ? Les appels de feu stop, c'est quand on appuie de manière répétée sur la pédale de frein, parce que quand tu appuies sur la pédale de frein, les feux stop derrière s'allument, et donc ça prévient les usagers derrière, ici par exemple, la voiture qui est derrière nous sur le rétroviseur, ça la prévient qu'il y a un danger qu'elle ne voit pas. Hein. Donc les appels de feu stop, ça sert à ça. Ça sert à prévenir les gens derrière toi qui, eux, ne voient pas le danger, de leur dire « Hé, là, il y a un danger qui arrive devant vous. Je vous préviens avec les appels de feu stop. » Donc ici, c'est très très pertinent de faire des appels de feu stop. Donc les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 6. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de réponse A 0,2 g par litre de sang,
Réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Je vous mets ici le document que vous retrouverez dans la formation. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang. À ne pas confondre avec le taux d'alcool maximal autorisé pour un permis non probatoire qui est lui de 0,5 g par litre de sang. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, bah si, on le sait. Et pourquoi on le sait? Bah parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsque un véhicule s'arrête, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit et on passe. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Bah si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Mélanger l'alcool et les médicaments permet d'être plus vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, déjà, l'alcool en lui-même va diminuer votre vigilance, mais si vous couplez l'alcool à des médicaments, ça va avoir encore plus d'effet sur votre vigilance et vous allez avoir moins de vigilance. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Le véhicule, à ma gauche, roule lentement. Je le dépasse en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un véhicule donc sur la voie de gauche qui roule lentement. Moi, je suis sur la voie centrale. Est-ce que je peux le dépasser en restant sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je ne peux pas le dépasser en restant sur ma voie? Car si je le dépasse en restant sur ma voie, je vais le dépasser par la droite. Or, c'est strictement interdit de dépasser un véhicule par la droite. Alors,
qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Dans cette situation, si le véhicule à gauche roule lentement, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que rouler lentement sur la voie de gauche? Est-ce que vous connaissez la vitesse minimale autorisée sur la voie de gauche? Bon, si vous ne le savez pas, je vous conseille vraiment d'aller sur la plateforme pédagogique, car c'est le B.A.B.A. C'est pas grave si vous ne le savez pas, vous êtes en processus d'apprentissage, vous apprenez, mais au minima, vraiment, apprenez votre code de la route, car c'est du code de la route niveau 0. Alors, un véhicule lent sur la voie de gauche, c'est un véhicule qui roule à moins de 80 km/h. Vous vous mettez derrière lui, d'accord, et vous mettez votre clignotant gauche afin qu'il voit que vous souhaitez le dépasser. S'il ne vous voit pas, vous pouvez ajouter à cela des appels de phare. Bien sûr, hein, tout en conservant la distance de sécurité. Hein, ne le collez pas. Après ça, vous le laissez se rabattre sur la voie centrale et là, vous allez pouvoir le dépasser. Donc, ici, est-ce que je le dépasse en restant sur ma voie? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête dès que possible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce voyant indique une surchauffe moteur. Donc, dès qu'il s'allume, vous vous arrêtez dès que possible. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Je suis en période probatoire. Je dois équiper mon véhicule du disque A. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, durant ma période probatoire, je dois obligatoirement apposer le disque A à l'arrière de mon véhicule. Si vous le faites pas, c'est une contravention de deuxième classe et vous risquez une amende de 35 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je suis bien placé pour aller à gauche, oui, réponse A, non, réponse B. Aller à droite, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ici, comme vous le voyez, on s'approche donc d'un rond-point. Donc, si vous avez bien révisé votre cours, vous savez qu'il y a des procédures lorsqu'on s'approche d'un rond-point. Donc, il y a une procédure pour aller à gauche, pour aller à droite, pour aller tout droit et pour faire demi-tour. Donc ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, pour aller à gauche et demi-tour, on se place sur la file de gauche. Pour aller à droite ou aller tout droit, on se place sur la file de droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 13. La ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les passagers situés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers d'un véhicule. Le passager contrevenant encourt une contravention de classe 4 et une amende de 135 euros. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Entretenir sa voiture permet de réduire la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, changer les filtres, filtre à air, filtre à huile, euh, euh, changer les roues lorsqu'elles sont usées, les gonfler lorsqu'elles sont dégonflées, va vous permettre de réduire la consommation de carburant naturellement. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je souhaite tourner à gauche immédiatement. Réponse A, je dois d'abord m'arrêter. Réponse B, je passe sans m'arrêter. Alors ici, on souhaite tourner à gauche. Seulement, si tu vois bien, à gauche, on a un passage piéton, en plus qui est régulé par une signalisation lumineuse. Regarde ici, on a la signalisation lumineuse vert, c'est-à-dire que là, c'est au piéton de passer. En plus de ça, regarde bien, on a des piétons sur le passage piéton. Alors, on les voit pas très bien parce qu'ils sont cachés par le montant. Et ça, c'est des choses que je répète très souvent dans les vidéos, c'est que le montant constitue un angle mort. Et là, vous voyez bien que ces piétons qui sont situés à peu près sur ce montant de la voiture, on les voit pas très bien. Imaginez un montant un tout petit peu plus large, je peux vous dire que les piétons, vous ne les voyez pas. C'est un vrai angle mort, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour répondre à la question « Je souhaite tourner à gauche immédiatement », je dois d'abord m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. La principale catégorie des piétons tués est celle. Réponse A, des enfants. Réponse B, des personnes de plus de 65 ans. Et oui, les personnes de plus de 65 ans représentent 52% des tués parmi les piétons, alors que cette population ne représente que 17% de la population totale. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 17. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, l'éco-conduite, c'est adapter une conduite économique et écologique. Je vous conseille fortement de vous former sur l'éco-conduite parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests conformes à la nouvelle réforme. Donc ici, je vous ai mis un petit document, bon, bien sûr, qui est dans le cours, hein, je vous le mets gratuitement, qui en fait expose les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc effectivement, rouler moins vite fait partie des 10 conseils pour une éco-conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une notion qu'on a vue vraiment à plusieurs reprises, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Concernant les dispositifs antidérapants, en fait, ils sont obligatoires seulement entre le 1er novembre et le 31 mars dans 34 départements qui sont soumis à l'obligation. En général, vous trouverez ce panneau qu'on appelle le panneau B58 à l'entrée des zones de prescription. Donc ici, est-ce qu'il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez bien qu'on roule sur une rue étroite et en plus avec un trottoir étroit. Sur le trottoir se trouve une personne qui tient un enfant sur les bras, donc qui est déséquilibré et qui a donc une zone d'incertitude très grande. Donc ici, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Dans ce contexte, je réduis l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de rencontrer des ouvriers dans 900 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez l'indication qu'il y a juste au-dessus. Donc, on a un panneau de danger avec des ouvriers. Et il est marqué en gros, travaux à 900 mètres, soyez prudents. Donc, effectivement, ici, je vais réduire l'allure parce que je vais rencontrer des véhicules et des ouvriers de manière assez évidente, vu qu'il y a des travaux. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 21. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 96 mètres. Réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment en général du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a deux distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec
et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait ? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32 à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 22. Les aides à la conduite sont fiables à 100%. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pas du tout. Les aides à la conduite ne sont pas fiables à 100%. Il peut y avoir tout simplement des défaillances électroniques. Il peut y avoir aussi une mauvaise détection due à la pluie, par exemple, ou aux intempéries. La mauvaise détection peut être aussi due à des obstacles, qui peut être sur les radars ou en dessous des radars. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Je dois vérifier régulièrement le niveau d'huile du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, il va falloir vérifier ton niveau d'huile très régulièrement. Alors, régulièrement, ça va dépendre vraiment de l'utilisation que tu as de ton véhicule. À savoir que la jauge du réservoir réservoir d'huile doit être remplie entre le maximum et le minimum. S'il est en dessous du minimum, alors tu dois compléter le niveau d'huile. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Dans cette situation, je dépasse le cycliste, réponse A. Je klaxonne le cycliste, réponse B. Je reste derrière le cycliste pour le moment, réponse C. Alors ici on a un cycliste devant nous et vous remarquerez qu'on est dans une rue à double sens de circulation. Et un peu plus loin devant nous, on a donc un véhicule, donc on va croiser le véhicule, à coup sûr. Or, vous le savez, petit rappel, lorsqu'on dépasse un cycliste, on doit laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération.
Donc ici, bien sûr, si on dépasse le vélo, on ne pourra pas respecter cet intervalle de sécurité, car on a un véhicule qui vient en sens inverse. Est-ce que je klaxonne ? Il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent, mais ici, il n'y a aucun danger imminent. Donc ce que je fais, c'est que je reste derrière le cycliste et j'attends un moment plus favorable pour le dépasser. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 25. Avant de prendre mon véhicule, je vérifie l'espace entre les véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. Je vérifie visuellement l'état de mes pneus. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors évidemment, avant de prendre son véhicule, on regarde que l'espace entre son véhicule et les autres est suffisant pour pouvoir sortir. Et je vérifie également l'état visuel de mes pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. Ce conducteur vient de se garer. Il doit poser un disque de stationnement sur son tableau de bord. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, regardez, ici on a plusieurs indices. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez qu'il est bleu. Donc s'il est bleu, ça veut dire qu'on est dans une zone de stationnement bleue, donc à durée limitée par disque. De plus, si vous regardez la signalisation verticale, on a ce panneau de fin de zone qui indique une fin de zone de stationnement limitée. Donc, comme c'est un panneau de fin de zone, c'est que, donc, avant ce panneau, on est dans une zone de stationnement limitée. Donc, ici, ce conducteur devra poser un disque bleu sur lequel il devra indiquer son heure d'arrivée sur son tableau de bord. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Placé à cet endroit, je peux m'arrêter. Oui, réponse A, non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors déjà, la signalisation indique qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter sur une distance de 750 mètres. Par contre, cette interdiction commence à partir de l'implantation du panneau et se finira dans 750 mètres. Donc, normalement, je pourrais m'arrêter et stationner avant le panneau. Oui, mais là, il y a une règle générale, en fait, qui vous interdit de stationner ou de vous arrêter devant un panneau quelconque. Devant toute signalisation, vous n'avez pas le droit ni de vous arrêter, ni de vous stationner. Donc, dans ce cas-ci, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit,
ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 28. Le réglage des rétroviseurs peut modifier les angles morts. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme vous le voyez sur le petit dessin, effectivement, modifier ces rétroviseurs va modifier les angles morts. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Je dois céder le passage au véhicule en face avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, vous voyez que vous avez le feu vert pour tourner à gauche. Vous avez la petite flèche gauche. Donc, si vous avez le feu vert pour tourner à gauche dans une intersection, ça veut dire qu'en face, eux, ils ont un feu rouge. Donc, vous ne laissez pas le véhicule d'en face tourner. De toute façon, vous n'allez pas le rencontrer. Hein? Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. En période probatoire, j'ai commis une infraction de classe 4 avec retrait de 3 points. Réponse A, je dois réaliser un stage obligatoire. Réponse B, je dois juste payer mon amende. Réponse C, je recevrai une lettre 48N. Alors pour toutes les personnes en permis probatoire, vous recevrez en fait une lettre 48N qui vous préviendra de l'obligation de réaliser un stage obligatoire sous les 4 mois. Sachant que une fois le stage réalisé, vous serez remboursé de votre amende. Si vous n'effectuez pas le stage dans les 4 mois, donc vous devrez donc payer votre contravention de 135 € et vous risquez en plus de ça une suspension de permis. Donc la bonne réponse ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. Ce panneau indique A, une bande cyclable, B, une piste cyclable, C, un débouché de vélo. La bonne réponse est la réponse C, un débouché
de vélo. Question numéro 32. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on peut voir deux choses. Déjà, à droite, le feu vert. Ensuite, devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une voiture qui est à l'arrêt. Pourquoi on sait qu'elle est à l'arrêt? Parce qu'en fait, elle a les feux stop allumés, en rouge. Alors, dans ce cas-là, je rentre dans une intersection qui est bouchée. Donc, je ne klaxonne pas. De toute façon, il est interdit de klaxonner en agglomération, à part danger imminent. Ici, certes, le feu est vert, mais l'intersection est bouchée. Donc, je reste là où je suis. Je ne passe pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc, abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 33. Je circule sur une route à chaussée séparée à 80 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 58 mètres. Réponse B, 48 mètres. Dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors n'oubliez pas, hein, ça c'est vraiment des questions récurrentes sur le nouveau code de la route. Donc là on parle de calcul de distance de sécurité, mais sachez qu'il y a aussi la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance d'arrêt, la distance de freinage. Donc il y a pas mal de calculs à connaître pour le nouvel examen du code de la route. Réforme 2023. Alors, ici, on nous demande si la distance de sécurité est de 58 mètres ou de 48 mètres. Alors, c'est très simple. C'est vraiment une question de cours. Là, on roule à 80 km/h. Donc, pour connaître la distance de sécurité à adapter, hein, on prend le chiffre de la dizaine. Donc ici, 80 km/h. Le chiffre de la dizaine, c'est 8. Et on le multiplie par 3. Hein, donc 3 fois 8, 24. Donc ce chiffre, on va le remultiplier par 2. Ça fait 48. Donc à 80 km/h, la distance de sécurité est de 48 mètres. Ensuite, on nous demande, dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Bah là, c'est encore une question de cours. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans la formation. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est bonne, bah, on regarde les lignes de rive. Hein, on regarde les lignes qu'il y a à droite. Donc ici, on circule donc sur une route à chaussée séparée. Donc les lignes de rive font 20 mètres et les interlignes font 6 mètres. Là, on voit bien que entre nous et la voiture qui est devant nous, il y a une demi-ligne de rive. Donc il y a à peu près 10 mètres. Même pas. Hein. C'est même pas 10 mètres. Je pense que c'est même moins. Mais bon, de visu comme ça, on va dire qu'on est à maximum 10 mètres de la voiture. Donc ici, on n'est pas à 48 mètres de la voiture. Loin de là. Donc notre distance de sécurité est mauvaise. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout.
Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, bah, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 34. Au prochain carrefour, je peux aller A. à droite, B. tout droit, C. à gauche. Alors ici, si vous voyez bien, on a un panneau donc d'indication donc qui nous indique les voies qu'on pourra rencontrer sur le prochain carrefour. Donc si vous voyez bien, donc on a une flèche à droite qui nous dit qu'on pourra aller à droite. On a une flèche qui va tout droit, donc qui nous dit qu'on pourra aller tout droit. Et à gauche, on a un sens interdit. Donc on ne pourra pas aller à gauche. Donc sur ce rond-point, je pourrais aller A à droite, B tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 35. Je suis dans un parking. Je roule en 3e vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un parking, je roule en première ou en deuxième. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. Je viens de perdre 3 points suite à une infraction en période probatoire. Réponse A. Je vais recevoir une lettre 48N. Réponse B. Je suis dans l'obligation de passer un stage. Réponse C. Je récupère 2 points par an. Réponse D. Mon amende sera remboursée. Alors, durant votre période probatoire, la récupération de points est très particulière. Alors, par exemple, si tu perds 3 points, regarde bien ce document que tu trouveras dans la formation. Eh bien, tu recevras tout d'abord une lettre 48N. Cette lettre 48N te permettra de passer un stage qu'on appelle K2. Et c'est un stage obligatoire. Après ce stage, tu pourras récupérer tes points et être remboursé de l'amende. Par contre, peu importe le nombre de points que tu perdras durant ta période probatoire,
tu ne pourras plus récupérer ces 2 points par an. Tes points vont rester figés. Donc ici, est-ce que je vais recevoir une lettre 48N? Oui. Est-ce que tu seras dans l'obligation de passer un stage? Oui. Est-ce que tu vas récupérer tes 2 points par an? Ben non. Maintenant, tes points sont figés. Tu ne récupéreras plus tes 2 points par an. Est-ce que mon amende sera remboursée? Bah oui, parce que tu seras dans l'obligation de passer un stage. Et quand tu auras passé ton stage, ton amende sera remboursée. Et tes points perdus, c'est-à-dire ici les 3 points, seront récupérés. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Question numéro 37. Pour dépasser un piéton hors agglomération, je m'écarte de... Réponse A, 1,50 m. Réponse B, 1 mètre. Hors agglomération, je dois m'écarter d'1,50 m lorsque je veux dépasser un usager vulnérable. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Je suis bien installé pour régler mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il est très très mal installé pour régler son rétroviseur. Pour régler son rétroviseur, il faut qu'il ait son dos sur le dossier du siège. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité.
avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La consommation d'alcool au volant augmente le risque d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, en effet, comme le montre ce document que vous retrouverez dans l'information, la consommation d'alcool au volant augmente le risque d'accident. Par exemple, pour un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang, le risque d'avoir un accident est multiplié par 2. Et si vous avez un taux d'alcoolémie de 1,2 g par litre de sang, les risques d'avoir un accident sont multipliés par 35. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Rouler avec des pneus en bon état diminue. A. Le risque d'éclatement. B. La consommation. C. La perte d'adhérence. Alors effectivement, si vous roulez avec des pneus sous-gonflés, effectivement, vous allez avoir une augmentation de la consommation en carburant. Mais là, la question est, rouler avec des pneus en bon état, diminue-t-elle la consommation? Ben non. Les pneus sont en bon état, en état correct, donc ça ne va pas faire diminuer la consommation. Est-ce que ça va diminuer le risque d'éclatement? Oui, bien sûr. Un pneu en bon état, ça va faire diminuer le risque d'éclatement. Est-ce que ça va diminuer la perte d'adhérence? Également, ça va également diminuer la perte d'adhérence. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.